L'histoire de la première division, la Big Red One, remonte jusqu'à la guerre d'indépendance, lorsque sa batterie D du 5e régiment d'artillerie servait sous le commandement du capitaine Alexander Hamilton. Cette batterie a les états de service ininterrompus, les plus longs de toute l'armée des États-Unis. Son histoire est parallèle à celle de l'Amérique. La première division de combat, créée lors de la Première Guerre mondiale, a remporté la première victoire américaine à Cantigny. Lors des grandes batailles de Soissons, Saint-Mihiel et de la Meuse-Argonne, elle a contribué à briser l'armée allemande et à mettre fin à la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la première division participa aux premières vagues des invasions en Afrique du Nord, Sicile et Normandie. Elle a traversé la France et la Belgique lors de combats sanglants, fut la première à entrer en Allemagne et a aidé à stopper les nazis lors de la bataille des Ardennes, vers la victoire en Europe. 20 ans plus tard, lorsque l'agression communiste au Sud-Vietnam a menacé la paix en Asie du Sud-Est, la première division complète de l'armée américaine envoyée pour relever le défi fut la Big Red One. L'engagement au Vietnam allait être le plus long et, à certains égards, le plus ardu des conflits menés par la première division. Mais comme toujours, la division a été à la hauteur de son grand héritage de vaillance et de succès au combat. L'arrivée des premiers soldats de la Big Red One au Vietnam, en juillet 1965, s'est déroulée dans le calme et avec efficacité. Ils ont vite quitté la plage de Cam Ranh Bay pour être envoyés dans divers camps autour de Saigon. La première tâche consistait à s'occuper de l'intendance et à établir des périmètres de défense. Ensuite, des patrouilles servent à sécuriser les environs des camps de base et à endurcir les hommes face au climat et au terrain difficile. Dans toute la riche histoire des combats de la première division, elle n'avait jamais combattu dans le climat détrempé et humide des tropiques, ni dans les hautes herbes ou les fourrés de la jungle, ni dans ses rivières et ses marécages. Les fantassins ont été intégrés dans des patrouilles aéromobiles. Un contact avec l'ennemi leur a permis d'en apprendre davantage sur ses tactiques de guérilla. Aucune action majeure avant novembre. À ce moment-là, plus de 14 000 hommes de la première division étaient au Vietnam. Leur zone d'opération devait couvrir une vaste portion du centre du Sud-Vietnam, de la frontière cambodgienne jusqu'à la mer de Chine méridionale. Le quartier général de la division fut installé à 20 miles au nord de Saigon, à Nha Trang, sous le commandement du général de division Jonathan O. Seaman, premier des 5 généraux que la Big Red One eut au Vietnam. La première des dizaines de grandes batailles que la division allait livrer au Vietnam eut lieu dans le minuscule village d'Ap Bac Bang, au nord de Ly Kê, sur la route nationale 13. Lors d'un ratissage sur la route nationale, plusieurs unités de la première ont été attaquées par un régiment Viet Cong renforcé. 3 assauts frontaux ennemis furent repoussés par des tirs nourris d'armes légères et d'armes automatiques. Le 4e et plus violent assaut Viet Cong fut stoppé par des obusiers de 105 tirant à courte distance. L'ennemi affaibli battant en retraite, l'armée de l'air fut appelée pour pilonner leur route de fuite. Dès leur premier combat dans la jungle, les hommes de la Big Red One se sont battus comme des vétérans. Il y a eu des pertes, mais les Viet Cong ont laissé 198 morts sur le champ de bataille. Pour les fantassins fatigués, ce fut bien plus qu'une victoire. C'était la preuve qu'ils pouvaient vaincre un ennemi coriace sur son propre terrain. Quelques jours plus tard, le 20 novembre, un autre convoi routier a déjoué une tentative d'embuscade du Viet Cong près de Trong Loy. Le convoi a immédiatement établi un périmètre de défense et a riposté. Un hélicoptère de combat a forcé l'ennemi à sortir, mais des tirs intenses, surtout de la section de mortier, ont brisé le piège. Après la victoire à Trong Loy, début décembre eut lieu la bataille la plus importante et la plus réussie de l'année. C'était Ap Nam Ma, au nord-ouest du QG de la 3e brigade à Ly Kê. Une force opérationnelle fouillait la campagne, éliminant les bases du Viet Cong, faisant exploser des bunkers et des usines souterraines, lorsqu'elle est charmant tombée nez à nez avec un camp de base fortifié, défendu par 4 bataillons ennemis. Un violent échange de tirs a éclaté immédiatement.
Un appel radio pour un appui-feu a déclenché des concentrations meurtrières de tirs d'obusiers et des frappes aériennes tactiques répétées. Après 2 heures de combat, une attaque d'infanterie a mis l'ennemi en déroute. La Big Red One a subi des pertes, mais les hélicoptères Medvac d'évacuation sanitaire ont sauvé de nombreuses vies en venant évacuer les blessés alors même que les combats continuaient. Les patrouilles sont devenues plus importantes et plus longues à mesure que la division accentuait sa pression sur l'ennemi insaisissable. Malgré tout, il restait du temps pour aider les Sud-Vietnamiens. Action civique, fourniture médicale, aide spécialisée et bienveillance envers les villageois et leurs enfants. Le début de 1966 a vu une recrudescence d'activité de la première division aguerrie avec un rôle croissant des blindés dans des campagnes comme l'opération Primp et Rolling Stone et des affrontements féroces comme ceux de Tan Binh et Loc Kê où les soldats de la première division ont prouvé, au prix fort pour l'ennemi, qu'ils étaient mandants maîtres de l'embuscade dans la jungle. C'est à Loc Kê que la division a remporté sa première Medal of Honor au Vietnam grâce au lieutenant Robert J. Hibbs, dont la patrouille de 15 hommes a décimé 2 compagnies du Viet Cong. Le lieutenant Hibbs a été tué en attaquant une mitrailleuse ennemie pour couvrir le sauvetage de l'un de ses soldats blessés. Sous le commandement d'un nouveau général, le général de division William E. Depew, qui a pris le commandement en mars, la Big Red One a frappé l'ennemi lors d'offensives terrestres et d'assauts aériens en hélicoptère. Les campagnes étaient continues alors que les groupes tactiques frappaient fort tout au long du printemps, de l'été et de l'automne. 1966 dans la jungle humide, sur des routes poussiéreuses. Dans le vaste delta marécageux de la zone spéciale de Rung Sat, au sud de Saigon, bataille après bataille, des attaques soudaines et rapides prenaient les Viet Cong par surprise. Des équipes de recherche et de nettoyage ont balayé ces sanctuaires et ces cachettes. Des colonnes blindées sur les routes poussaient tôt l'ennemi à tendre des embuscades qui se retournaient contre lui avec un effet dévastateur. D'importantes quantités de fournitures et d'armes ont été saisies lorsque des dizaines de camps de base du VC ont été envahis. Le nombre de morts et de blessés ennemis croissait. La seule opération Attleboro a fait plus de 1000 morts parmi les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong. Les projets communistes d'offensive ont été totalement perturbés. À la fin de 1966, les hommes de la Big Red One étaient redevenus des experts dans les nouvelles tactiques révolutionnaires des opérations aéromobiles qui permettaient de déployer les troupes sur le champ de bataille avec une rapidité et une mobilité sans précédent. Les artilleurs de la division ont établi de nouveaux records de rapidité, de volume et de précision des tirs d'appui. La coordination avec le soutien aérien, hélicoptères armés ou chasseurs bombardiers est désormais parfaitement maîtrisée. Les leçons sur la lutte contre les tactiques de guérilla et d'embuscade ennemies ont été très bénéfiques. La bataille de la route Minh Tan en fut un exemple frappant. Après une planification très minutieuse, une puissante colonne blindée de la première brigade a été envoyée en reconnaissance routière afin d'attirer le 272e régiment de la 9e division Viet Cong d'élite au combat. Comme prévu, les Viet Cong ont tenté de tendre une embuscade à la colonne. 3 bataillons ont attaqué côte à côte sur toute la longueur du convoi, soit 1200 mètres spawn. La colonne lourdement armée, prête et en attente, a riposté avec tout ce qu'elle avait, et elle en avait beaucoup. Pendant que les blindés tenaient leur position de blocage sur la route, de l'infanterie héliportée a été acheminée pour attaquer les flancs des Viet Cong. Un intense tir d'artillerie a frappé l'ennemi supérieur en nombre. Les contrôleurs aériens avancés ont demandé une frappe après l'autre, soit 96 sorties au total. Cette pluie de feu soutenue a été trop forte pour les Viet Cong. Ils ont rompu les rangs et se sont enfuis avec de lourdes pertes. La bataille de la route Minh Tan fut un excellent exemple de l'utilisation combinée des blindés et de l'infanterie pour briser une embuscade ennemie. Les blindés servirent de force de fixation pour maintenir l'ennemi au combat, tandis que les bataillons d'infanterie manœuvraient pour frapper ses arrières et ses flancs.
Les campagnes continues de 1966 avaient permis à la première division de se familiariser avec la majeure partie de sa vaste zone d'opération, de maintenir ses lignes de communication ouvertes et de perturber les efforts de l'ennemi pour prendre l'initiative. La division devait désormais frapper directement les sanctuaires du Viet Cong. La cible était le triangle de fer, cette vaste zone de jungle qui constituait la principale base opérationnelle de l'ennemi pour les attaques contre Saïgon. En janvier 1967, l'opération Cedar Falls fut lancée. 5 bataillons d'infanterie, plus 2 autres de la 173e brigade aéroportée, furent transportés par avion vers des positions de blocage pour encercler l'objectif. Les blindés ont avancé pour bloquer les voies de fuite. La force d'attaque principale a frappé en profondeur dans la jungle ennemie, si dense que les Huey ne pouvaient parfois pas atterrir, obligeant les hommes à descendre par des échelles de cordes. Ils ont progressé à travers la jungle dense, les fourrés et les lianes, ont traversé des ruisseaux, cherchant l'ennemi dans des cachettes dans les villages et des bunkers souterrains. Il y a eu de la résistance alors que les Viet Cong tentèrent de ralentir l'avancée, mais ils en sortaient invariablement perdants. 30 batteries d'artillerie ont déclenché des tirs dévastateurs. Des bulldozers du génie sont intervenus pour aplanir de larges étendues de jungle afin de priver les Vici de futures cachettes. L'un des résultats les plus significatifs de Cedar Falls fut le grand nombre de Viet Cong, 576 qui se sont rendus dans le cadre du programme Chu Hoi, ou programme à bras ouverts, qui encourageait les soldats ennemis à rejoindre le camp du gouvernement. Avec le triangle de fer rendu intenable pendant un certain temps, la Big Red One s'est tournée vers un autre bastion du Viet Cong, la zone de guerre C. On soupçonnait que le quartier général des insurgés se trouvait au nord de la ville de Tay Ninh. Dirigé par un nouveau général commandant, le général de division John H. Hay, qui a pris le commandement au début du mois de février, la division a entrepris des préparatifs minutieux pour l'opération Junction City. Junction City était plus vaste que Cedar Falls et a duré beaucoup plus longtemps, de février à avril. Des unités des 3 brigades y ont participé. Ils ont été renforcés par des troupes d'autres divisions américaines et de brigades indépendantes, ainsi que par des rangers de l'ARVN, l'armée de la République du Vietnam du Sud. Au total, 30 000 soldats alliés sont intervenus pour nettoyer la zone de guerre C. Malgré l'importance de ces forces, les unités de la première division se sont souvent retrouvées en infériorité numérique au combat. Des patrouilles offensives ont amené l'ennemi à attaquer. Lorsque le contact était établi, des renforts étaient interpellés. Des troupes supplémentaires ont été acheminées par voie aérienne, se déplaçant avec une rapidité stupéfiante pour renforcer les défenseurs en difficulté. Des tirs d'appui au sol et aériens ont pilonné les assaillants. Les hélicoptères ont encore démontré leur polyvalence, servant d'artillerie aérienne et de transporteurs de troupes, déployant rapidement de grandes forces pour surprendre l'ennemi. En tant qu'ambulance aérienne, ils évacuaient les blessés du champ de bataille à l'hôpital en quelques minutes. Comme appareil de ravitaillement, ils livraient des cargaisons vitales directement entre les mains des soldats sur le champ de bataille, de l'artillerie et des munitions, de sorte que les Viet Cong, peu importe la distance, n'étaient jamais à l'abri du feu destructeur des grosses pièces d'artillerie. Le résultat de l'opération Junction City fut la perte la plus lourde jamais subie par l'ennemi. Plus de 1800 morts et la 9e division Viet Cong, pourtant aguerrie, complètement anéantie. La Big Red One, sans presque s'arrêter, a poursuivi ses campagnes tout au long du printemps et de l'été. Lors des opérations Manhattan et Billings, des groupes tactiques ont pénétré dans les bastions ennemis de la zone du trapèze Michelin et de la zone de guerre D. Pendant ce temps, un autre type de campagne, continue depuis son lancement en 1966, se déroulait dans toute la zone de la première division. Programme de développement révolutionnaire mené par les Américains et les Vietnamiens pour gagner la confiance et la bienveillance du peuple vietnamien, surtout dans les villages soupçonnés d'abriter des Viet Cong. La procédure prévoyait l'intervention soudaine d'une force opérationnelle pour boucler le village. Les soldats sécurisaient rapidement la zone en cherchant mines et pièges explosifs. Des experts en guerre psychologique, avec pancartes et affiches, expliquaient leur mission. Le village a été fouillé pour trouver des preuves d'activité du Viet Cong et les suspects placés en garde à vue.
Ensuite, des provisions ont été apportées et les villageois ont été nourris et habillés. Les missions médicales, Medcap était une partie essentielle du programme de pacification, apportant des soins indispensables pour une variété de maladies. Alors que la Big Red One remplissait ses missions de paix et de guerre, elle menait aussi un vaste programme d'entraînement. Nombre de ses soldats vétérans et chefs de combat étant rentrés chez eux grâce à la rotation annuelle de l'armée. Grâce surtout aux équipes mobiles d'instruction composées de personnel aguerri au combat, les 20 000 hommes de la division ont atteint un haut niveau de professionnalisme. La division lança alors l'opération Shenandoah II, l'une de ses campagnes les plus féroces et, pour de nombreux vétérans, la plus remarquable des 5 années de la division au Vietnam. Shenandoah II fut une série de combats violents en des points éloignés de part et d'autre de la route 13 de Ly Kê, au nord jusqu'aux environs de Loc Ninh, près de la frontière cambodgienne. De septembre à novembre, les combats ont fait rage à travers les jungles, les plantations d'EVA, les zones boisées, les hautes herbes et les ruisseaux. C'étaient souvent des combats au corps à corps avec l'ennemi. Les combats de nuit étaient fréquents, car les troupes nord-vietnamiennes et Viet Cong tentaient en vain d'attaquer les positions défensives de nuit américaines, les MDPS. La Big Red One profitait d'un soutien blindé très mobile et d'une puissance de feu toujours disponible. Et combattait aux côtés des unités de l'armée sud-vietnamienne. Le résultat était inévitable. Une série éclatante de victoires qui détruisit de nombreuses bases et fortifications ennemies et fit plus d'1 millier de morts dans ses rangs. Le reste se replia de nouveau vers ses sanctuaires, laissant la route 13 sécurisée. Parmi les 8 grandes batailles qui ont marqué la campagne de Shenandoah, l'une des plus marquantes fut celle de la piste d'atterrissage de Loc Ninh. Les soldats de la RVN et des forces spéciales sont arrivés par assaut aérien pour déloger les Viet Cong qui tenaient un petit secteur de la ville. Ils ont délogé l'ennemi des bunkers et des maisons lors d'attaques féroces. Les insurgés ont plusieurs fois contre-attaqué, mais ont toujours été repoussés. Les combats ont duré plusieurs jours, chaque camp envoyant des renforts. Le moment clé a eu lieu sur la piste d'atterrissage, où l'artillerie de la première division avait installé sa base d'appui-feu. Les Viet Cong ont attaqué à travers la piste d'atterrissage en 3 vagues, mais ont été arrêtés par les obusiers tirant à bout portant. Il y a eu de nombreux héros lors de l'opération Shenandoah II. Il était approprié que le président des États-Unis remette les récompenses pour la bravoure au combat. C'était un répit bien mérité pour la Big Red One lorsque Bob Hope et sa troupe de l'USO sont arrivés pour divertir la division à Noël. L'offensive du Tet, lancée par le Viet Cong au début de 1968, n'a pas pris la Big Red One par surprise, car une attaque ennemie de grande ampleur était attendue. Après l'attaque de Saïgon et l'assaut contre l'ambassade des États-Unis, des troupes ont été envoyées en urgence à Saïgon. Les combats ont été acharnés. Les soldats sud-vietnamiens ont fait leur part. Il y a eu des pertes et de la destruction. Mais le résultat inévitable fut l'anéantissement de la force insurgée. En mars, sous un nouveau chef, le général Keith L. Ware, célèbre pour sa Medal of Honor durant la Seconde Guerre mondiale, la division a repris un rythme offensif soutenu. Le général Ware a lancé 2 campagnes massives dans les zones au nord de Saïgon et au nord-ouest dans le Triangle de Fer. La première était l'opération Wit Wit Can, traduite par « résolu à vaincre ». La seconde était l'opération Tong Tang, ce qui signifiait « victoire certaine ». L'objectif de ces campagnes offensives était d'anéantir le potentiel de guerre de l'ennemi à grande échelle. Tuer ses troupes, détruire ses camps de base et ses dépôts de ravitaillement, interdire ses pistes d'approvisionnement et ses routes d'infiltration et de retraite. Le résultat fut un succès retentissant. D'énormes quantités d'armes et de matériel furent découvertes dans des caches ou saisies à l'ennemi qui compta plus de 2000 tués. Le général Ware a également lancé l'opération Giant Swap, dans laquelle un nouveau concept tactique a été appliqué au Rom Plau,
un tracteur standard équipé d'une lame spéciale pour le défrichage de la jungle. Jusqu'à présent, le Romplow avait efficacement défriché de vastes zones de jungle servant de sanctuaires à l'ennemi. Dans l'opération Giant Swap, les équipes de défrichage utilisaient le Romplow pour tracer un réseau de larges pistes à travers 11 000 acres de jungle. Au lieu de défricher toute la zone, ils l'ont divisée en de petites subdivisions. Les camps du Viet Cong, cachés dans la jungle, étaient désormais très vulnérables aux opérations de reconnaissance en force et aux assauts aériens. Une autre initiative remarquable du général Ware fut d'intensifier les patrouilles d'embuscade nocturnes, de sorte que presque chaque unité de la division était engagée. Cette tactique eut un effet dévastateur sur l'ennemi, qui s'était toujours considéré comme maître de l'infiltration et de l'attaque sous le couvert de l'obscurité. Le 13 septembre, cependant, la division subit un lourd revers. Le général Ware volait au-dessus de Loc Ninh, observant une contre-attaque réussie contre les efforts des insurgés pour s'emparer de la ville pour la 4e fois. L'hélicoptère du général a été abattu par des tirs venus du sol. Tous ceux qui étaient à bord ont été tués. Il était le 4e général américain à être tué au Vietnam. Le général Orwin C. Talbot, commandant adjoint de la division, a aussitôt pris le commandement de la 1re division et l'offensive a continué. Il y eut des contacts fréquents avec l'ennemi alors que des forces puissantes avançaient vers le nord, menant la 2e phase de l'opération Certain Victory. La résistance du Viet Cong était forte et les combats étaient acharnés alors que les soldats de la 1re division menèrent plusieurs actions de harcèlement, détruisant des camps ennemis et des bunkers solidement construits avec des tirs intenses soutenus par l'artillerie. Plusieurs affrontements avec la 1re division de l'armée nord-vietnamienne ont marqué l'offensive. Ces affrontements ont eu lieu juste de l'autre côté de la frontière, en face de la région cambodgienne du Phi Phuc. La 1re division d'infanterie, la Big Red One, avait installé plusieurs bases de soutien d'artillerie dans la région. Elles étaient situées à cheval sur un important itinéraire d'infiltration emprunté par les envahisseurs nord-vietnamiens. Les troupes nord-vietnamiennes ont lancé de féroces attaques nocturnes répétées contre les bases d'artillerie et subi des tirs dévastateurs. Ils étaient courageux, mais les résultats étaient toujours les mêmes. L'échec. Beaucoup de morts. Un aspect secondaire des campagnes de la Big Red One était l'effort continu pour aider les Sud-Vietnamiens à construire leur nation, en collaboration avec l'ARVN dans le programme de développement révolutionnaire. Chaque village était d'abord sécurisé en le fouillant minutieusement à la recherche de toute trace du Viet Cong. Des tracts étaient plus largement utilisés pour encourager les ralliements au camp gouvernemental. Des programmes d'action civique étant mis en place pour aider les villageois, les nourrir, répondre à leurs besoins médicaux et dentaires. Les animaux, tout comme les humains, étaient soigneusement soignés dans l'espoir que les Sud-Vietnamiens puissent s'aider eux-mêmes à atteindre l'autosuffisance économique et à renforcer le gouvernement local. En 1969, la division a poursuivi ses vastes opérations de ratissage pour déstabiliser l'ennemi. Parfois qu'elle frappait depuis les airs lors d'assauts aéromobiles, parfois au sol en adaptant ses tactiques de manière fluide. Les blindés ont fortement soutenu ces offensives pour stopper l'offensive communiste hiver-printemps. De puissantes opérations de reconnaissance en force ont frappé à maintes reprises, dans le triangle de fer, le trapèze Michelin, la zone C et la zone D. Les combats de nuit alternant avec les affrontements de jour, alors que les soldats Viet Cong et nord-vietnamiens résistaient désespérément. Des chiens éclaireurs traquaient l'ennemi, tandis que des avions d'observation le cherchaient depuis les airs. Les cadavres ennemis jonchaient des champs de bataille. Les armes capturées, comme ce fusil AK-47 fabriqué par les communistes, étaient abondantes. Ce n'était pas facile. Le terrain était souvent accidenté, tout comme les combats. Il y avait des pertes, mais l'évacuation médicale était toujours là pour évacuer les blessés. Parfois, l'ennemi attaquait imprudemment. Parfois, il résistait. Il fallait donc le déloger à l'explosif ou envoyer les fantassins le chercher eux-mêmes. Ces volontaires étaient méconnus sous le nom de rats des tunnels, et aucun combattant n'était plus admiré pour son courage et son sang-froid. Parfois, le contact avec l'ennemi était faible et la monotonie dominait.
Voir le joli visage d'une artiste de Lusso entre les patrouilles et opérations était un soulagement, même si elle venait avec son petit ami. Pour certains soldats de la Big Red One, il y a eu un changement de rythme total. Ils sont devenus amphibies. En juin 69, la division a commencé à patrouiller les accès fluviaux de Saïgon avec de petits bateaux en fibre de verre. Grâce à la coopération avec les patrouilleurs de la marine et l'infanterie à terre, ces bateaux rapides ont fortement limité l'infiltration du Viet Cong par voie d'eau. Ailleurs, la grande machine de guerre de la première division poursuivait sans relâche l'ennemi sous le commandement de son 5e et dernier commandant au Vietnam. Il s'agissait du général de division A.M. Alloy, qui déployait la puissance considérable de la division avec une précision professionnelle. Il partait au combat avec le moral élevé, une tradition chez la Big Red One. Ces combattants ont infligé de lourdes pertes aux forces du Viet Cong, regroupées au nord de Saïgon pour l'offensive d'automne. Pour l'ennemi vaincu, ce fut une leçon amère de plus sur l'inutilité de défier la puissance de combat énorme de la première division et sa volonté irrésistible de gagner. La guerre au Vietnam touchait à sa fin pour la Big Red One. Début 1970, elle a mené sa dernière opération de ratissage. Les ordres étaient de cesser les opérations et de se préparer au redéploiement. Les hommes et les véhicules ont été retirés du terrain. Une grande partie de son matériel et de ses installations a été transférée à l'ARVN. Le programme de vietnamisation de l'armée américaine, selon lequel l'armée sud-vietnamienne assumait de plus en plus la charge des opérations de combat, s'avérait être un succès. De nombreux soldats américains étaient déjà rentrés chez eux. C'était maintenant au tour de la Big Red One. Début avril, la division a quitté la dernière de ses bases et est retournée à Fort Riley, au Kansas, presque 5 ans après être partie pour le Vietnam. Le 15 avril 1970 fut une autre étape importante dans la longue et fière histoire de la première division. Lors d'une cérémonie haute en couleurs et émouvante, en présence de milliers de personnes. Des familles, des proches, des amis et des dignitaires, dont le secrétaire à la Défense, Melvin R. Laird, ont assisté à la cérémonie où la première division d'infanterie a été renommée Première division d'infanterie mécanisée. Elle avait un nouveau général, le général de division Robert Erlinville, ainsi que de nouvelles troupes. Ses rangs étaient remplis par des hommes d'une autre unité de combat célèbre, la 24e division d'infanterie, qui avait été désactivée. Sous sa nouvelle appellation de division mécanisée, la première division a été renforcée par des blindés supplémentaires, reflétant l'augmentation considérable de la puissance de feu et de la mobilité de la division d'infanterie moderne de l'armée américaine. La première avait aussi une nouvelle mission, soutenir notre engagement envers l'OTAN pour la défense du monde libre. De nouveaux visages, une nouvelle force, une nouvelle mission, mais tout cela imprégné d'une tradition séculaire et sacrée de service envers la patrie. Et maintenant, après presque 2 siècles d'actes de bravoure au combat, la première division regarde vers l'avenir, confiante qu'elle accomplira ses futures missions dans l'esprit de sa devise. Aucune mission n'est trop difficile. Aucun sacrifice n'est trop grand. Le devoir avant tout. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.